tous. Nous sommes du coup les 3 tuteurs qui vont vous faire ce cours cette formation de pharmacocinétique. Donc voici déjà les objectifs de la séance. Donc bien sûr, c'est d'éclaircir le plus possible les points importants du cours. On ne va pas refaire tout le cours, on va juste aborder quelques notions qu'on a jugées importantes. Et après, on passera sur des QCM qu'on vous a fait et également sur quelques annales. Donc bien sûr, ça se veut un cours interactif. Donc s'il y a la moindre question, coupez-nous et posez-la, on vous répondra immédiatement. Pareil, on vous posera quelques petites questions au fur et à mesure du diaporama. Donc on y va sur les rappels de cours. Donc une petite définition sur ce qu'est la pharmacocinétique. C'est l'étude du devenir du médicament dans l'organisme, à ne pas confondre avec la pharmacodynamie. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est la pharmacodynamie? Une définition? N'hésitez pas. Non? La pharmacodynamie, c'est l'étude des effets du médicament dans l'organisme. Voilà. Ça peut être un piège, mais ça ne tombe pas souvent en général. Alors, on décrit 3 grandes étapes pour un médicament, A, D et E. A pour l'absorption, D pour la distribution et E pour l'élimination. Et l'élimination, elle comprend la métabolisation ou l'excrétion. Voilà, donc c'est un QCF, c'est un piège qui peut tomber, notamment sur l'élimination. C'est assez rare aussi. On ne peut pas l'enlever, ce truc. Masquer les commandes flottantes de la réunion. Merci. Donc, pour l'absorption, c'est l'ensemble des événements que subit le médicament entre le moment où il est présent au niveau du site d'administration et celui où il parvient à la circulation sanguine générale. Donc, l'absorption, voilà. Ce phénomène d'absorption, donc, il a lieu après une administration orale, c'est là qu'on l'a décrit, et elle comporte 2 grandes étapes qui sont donc la résorption, puis après, un médicament peut subir un effet de premier passage hépatique ou non. Donc, est-ce que quelqu'un aurait une définition de la résorption? Non? C'est ça? Oui? Oui, c'est ça. La résorption, ça correspond donc... Donc, c'est la fraction de médicaments qui va passer au travers de l'épithélium digestif et qui va se retrouver dans la circulation sanguine forte. Et donc, cette résorption, elle se fait bien sûr tout le long du tube digestif, sauf dans l'œsophage. Professeur Châtelu, vous avez fait un mail pour ça. Et cette résorption, elle se fait majoritairement au niveau de l'intestin grêle. Donc, cette résorption, c'est un passage transmembranaire qui se veut passif. Et donc, ça demande un certain degré de lipophilie, vu que c'est un transport membranaire passif. Et ce passage transmembranaire passif, il est régi par une loi, qui est la loi de Fick. Et donc, ça dépend d'une certaine lipophilie qui est déterminée par ce qu'on appelle le KP. J'en bois trop. Le coefficient de partage. Donc, ce qu'il y a à retenir là-dessus, c'est que plus le coefficient de partage est élevé, plus votre molécule est lipophile, et plus le coefficient de partage est faible, et plus votre molécule est hydrophile. Et bien sûr, il ne faut pas oublier que certains médicaments nécessitent quand même un passage de transport actif. Vous avez vu un exemple, c'est par exemple la levodopa, qui passe de manière active avec un transporteur, c'est les LAT1. Ce sont des ABC transporteurs. Puis j'avais dit donc, l'absorption, elle a 2 phases qui comprend en premier lieu la résorption, puis après, un médicament peut subir ou non un effet de premier passage hépatique. Quelqu'un peut me donner une définition de l'effet de premier passage hépatique?
Vous me l'expliquez, peu importe. Oui. Oui, c'est ça. Un effet de premier passage hépatique, ça correspond à une quantité de médicaments qui va être dégradée par le foie avant de passer dans la circulation sanguine systémique. Et donc, ça ne concerne que certains médicaments. Comme je vous l'ai dit, elle limite la fraction de médicaments qui va atteindre la circulation sanguine générale. Et donc, elle impacte la biodisponibilité. On vous avait décrit que la biodisponibilité, c'était 1 moins EH, le coefficient d'extraction hépatique. Donc, EH, c'est ce coefficient d'extraction hépatique. C'est la fraction de médicaments qui va arriver au foie et qui sera éliminée, bien sûr, à un instant T. C'est un paramètre sans unité qui est compris entre 0 et 1. Si on vous dit qu'un médicament a un EH de 1, c'est qu'il va être dégradé à 100% par le foie. Donc, ce coefficient de disponibilité sera de 0, puisque c'est la disponibilité, c'est 1 moins EH, et vu que EH est égal à 1. Donc oui, le coefficient de biodisponibilité, c'est la fraction de la dose administrée qui arrive jusqu'à la circulation sanguine générale, et elle est aussi comprise entre 0 et 1. Et elle va être bien sûr impactée par l'effet de premier passage hépatique, et on vous a remis ici la formule. Bien sûr, on ne revient pas dessus, mais le professeur vous avait donné quelques exemples. C'était avec les AVK et la morphine, pour vous illustrer là-dessus. Donc sur l'absorption, il y a l'influence de l'alimentation, où la prise d'un médicament pendant un repas peut influencer directement la vitesse d'absorption, donc bien sûr en la diminuant. On peut avoir l'influence des sels biliaires. Vous savez que le foie sécrète la bile qui va contenir les sels biliaires, et ça, c'est un rôle qui est de solubiliser les lipides, afin qu'ils puissent passer la barrière digestive. Et donc, ces sels biliaires, ils permettent également de solubiliser des médicaments qui sont très lipophiles. Et cela est bénéfique, puisque comme ils sont très lipophiles, leur dissolution est incomplète et leur biodisponibilité sera impactée. Donc là, ce n'est pas la résorption qui est impactée, mais la dissolution du médicament. Ensuite, après l'absorption, on va décrire la distribution. Donc, en fin d'absorption, tu veux prendre la suite ? Donc, du coup, après la phase d'absorption, on va passer à une phase de distribution. Donc, du coup, une fois que le médicament est dans la circulation sanguine générale, il va aller dans les différents tissus et organes pour pouvoir atteindre ses cibles. Donc, du coup, on va trouver la notion de biophase. Donc, c'est les tissus dans lesquels il y a les cibles du médicament. Il y a aussi, évidemment, le rôle du débit sanguin. Donc, plus un organe ou un tissu va être vascularisé, évidemment, plus la distribution sera rapide. Donc, du coup, cette étape se passe au niveau de l'endothélium des capillaires sanguins. Donc, au niveau de l'endothélium, il y a des petits trous pour pouvoir passer donc, entre les cellules sanguines, entre les cellules de l'endothélium. Et donc, ça, c'est pour la plupart des médicaments. Sauf qu'il y a aussi des médicaments qui sont un peu trop gros, qui ne peuvent pas passer entre les cellules de l'épithélium. Et du coup, ils vont rester dans le compartiment sanguin, donc comme les héparines, par exemple. Donc, du coup, au niveau de la diffusion du médicament, il va se faire du coup en intracellulaire par deux mécanismes, soit de manière passive, soit de manière active. Donc, du coup, il va se passer de manière passive. Encore une fois, c'est toujours pareil quand le médicament va être lipophile. C'est évidemment un mode de transport qui va être sans consommation d'énergie, qui est non saturable. Donc, il n'y a pas de compétition entre médicaments. Et évidemment, selon le gradient de concentration, donc toujours du plus concentré vers le moins concentré. Voilà. Et le transport actif, donc on va mettre en jeu des transporteurs qui vont consommer de l'énergie. Du coup, au contraire du passif, ça va être un mécanisme saturable où il peut y avoir une compétition possible entre les médicaments s'ils ont le même transporteur, s'ils utilisent le même transporteur. Donc, certains médicaments, surtout les médicaments lipophiles,
ils vont se lier à des protéines plasmatiques pour pouvoir se déplacer dans le compartiment sanguin. Et les médicaments plutôt hydrophiles, ils vont avoir des liaisons plus faibles ou parfois pas de liaison du tout. Donc, du coup, chaque médicament va avoir ce qu'on appelle la fraction libre plasmatique. Donc, c'est la partie de médicament qui va être non liée au médicament. Et au contraire, il va y avoir la fraction qui va être liée plasmatique. Et du coup, c'est grâce à cette formule qu'on retrouve la fraction libre plasmatique. Donc, du coup, ces médicaments qui vont être liés à des protéines plasmatiques, elles vont être liées par des liaisons qui vont être non covalentes. Et donc du coup, les médicaments, ils vont avoir une affinité pour leur cible qui va être plus importante que pour les protéines plasmatiques. C'est pour ça qu'ils vont pouvoir aller se décrocher. Et voilà. Du coup, ce phénomène va limiter la distribution des médicaments. Du coup, il n'y a que les médicaments qui vont être sous forme libre qui vont pouvoir aller diffuser et toucher leur cible. Une fois que votre médicament il a été absorbé et distribué, il va être éliminé. Donc, pour l'élimination, il y a deux voies principales. Donc, vous avez la voie rénale, c'est-à-dire que le médicament il va être éliminé sous forme insangée dans les urines via le rein. Donc, il n'y a pas de métabolisation. Et la deuxième voie principale, c'est la voie hépatique. Donc, c'est dans le foie, c'est le métabolisme hépatique. Donc, il faut savoir qu'en fonction de ces deux voies d'élimination, il existe trois groupes de médicaments. Donc, le premier, c'est ceux qui sont peu métabolisés par le foie. Donc, ils sont éliminés sous forme inchangée par le rein. Donc, ils ont un FE de 100%. Ensuite, il y a ceux qui sont essentiellement éliminés par le foie. Donc, ils ont un FE de 0, donc fraction FE de 0. Donc, ils sont éliminés principalement par le rein. Et le troisième groupe, c'est les médicaments qui sont éliminés par les deux, donc par voie rénale et par voie hépatique. Donc, le métabolisme hépatique, donc, il faut savoir que ce sont des réactions biochimiques, donc des réactions de biotransformation. Donc, le médicament, il va être transformé en biométabolite. Donc, il va passer d'une forme active à une forme inactive. Donc, ça va passer dans une forme inactive parce qu'en fait, les métabolites, donc une fois qu'ils vont être métabolisés, ils vont être plus hydrophiles que la molécule mère, ce qui fait que, comme ils sont hydrophiles et que les membranes des cellules, elles sont composées d'acides gras, le médicament va avoir du mal à rentrer dans les cellules. Donc, ça va le rendre plus ou moins inactif. Ensuite, donc, ils auront une activité pharmacodynamique qui sera moindre parce que du coup, ils ne pourront pas rentrer dans les cellules. Attention, il faut faire attention à un cas, donc ce sont les promédicaments qui, eux, permettent la formation de métabolites actifs. Donc, le métabolisme hépatique, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Le premier, c'est l'affinité du médicament pour une ou plusieurs enzymes. C'est-à-dire que si le médicament il a zéro affinité pour l'enzyme, il ne va pas être métabolisé par cette enzyme parce qu'il n'y aura pas d'affinité. Ensuite, la quantité d'enzymes, s'il y a 50 enzymes, ça va être métabolisé beaucoup plus vite que s'il y en a 3. La fraction libre plasmatique, donc ça, c'est en fonction de si le médicament est lié ou pas à des protéines sanguines. Et ensuite, le débit sanguin hépatique. C'est-à-dire que si la personne elle a un foie qui fonctionne, elle a un débit sanguin moindre dans le foie, ça va diminuer l'élimination parce qu'il y a moins de médicaments qui arrivera Donc, pour la métabolisation, il y a deux grands groupes de réactions de biotransformation. Donc, il y a la phase 1, c'est la fonctionnalisation. Donc, elle est faite par les enzymes CYP450. Donc, ce sont les plus impliqués. Et ça va faire apparaître une nouvelle fonction sur la molécule. La deuxième réaction, c'est une réaction de phase 2, une phase de conjugaison. Donc, il va y avoir un transfert d'un groupement polaire, donc hydrophile, de manière covalente sur le médicament. Donc ça, cette réaction, elle est faite, donc celle de phase 2, par les transférases. Il y a un cas particulier, donc un des deux métabolites de la morphine est actif. Donc en gros, c'est-à-dire que il y a la morphine, une fois qu'elle va être métabolisée, elle va rendre deux produits, entre guillemets, un qui sera inactif et un qui va être actif. Ensuite, dans l'élimination, il y a des facteurs qui vont varier donc en intra- et en inter-individuel en fonction du métabolisme. Donc, l'induction enzymatique,
Donc, il va y avoir en fait des médicaments que vous allez prendre qui vont augmenter la synthèse protéique d'enzymes, ce qui va faire qu'il va y avoir une augmentation de la métabolisation de certains médicaments et donc qui va aussi impacter la biodisponibilité. Donc, il y a l'induction, mais du coup, il y a aussi l'inhibition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a certaines substances que quand vous allez les prendre, elles vont inhiber, enfin, elles vont faire une inhibition et pas une diminution de la synthèse. Donc, il va y avoir une inhibition des interactions. Donc, soit parce qu'en fait, il va y avoir une compétition, donc deux médicaments qui ont la même cible, ce qui fait que ça va poser problème puisque les deux médicaments, sachant qu'il n'y a qu'un seul site actif, ne vont pas pouvoir se fixer en même temps. Donc, ça va créer une compétition, mais aussi des interactions non compétitives. Donc, il y a certaines molécules en fait, qui vont inhiber les cytochromes, comme par exemple la naringine dans le jus de pamplemousse, qui va inhiber le CYP3A4. Et ensuite, il existe donc du polymorphisme génétique. Donc ça, c'est en fonction de votre ADN, de comment sont codés vos CYP. Donc, en fonction de si vous êtes homozygote, hétérozygote, vous aurez une activité qui sera plus ou moins importante. Les facteurs, donc toujours des facteurs intra et internes. Donc, vous avez l'âge qui va dépendre, qui va faire varier l'élimination. Donc, par exemple, une personne âgée aura une élimination qui sera on peut dire moins importante qu'une personne de 20 ans. Et ensuite, les fonctions hépatiques, donc elles varient en fonction de chaque personne, mais notamment si, par exemple, il y a des pathologies du foie, ça va modifier le métabolisme hépatique parce que le foie, entre guillemets, sera plus fatigué, donc la métabolisation, elle se fera moins bien. Ensuite, donc ça, c'était l'élimination par le foie, et il y a l'élimination rénale. Donc, l'élimination rénale, elle va dépendre du flux sanguin rénal qui est proche de 1,2 litres par minute. Donc, ça, c'est une valeur à connaître. Mais aussi du débit de filtration glomérulaire 120 millilitres par minute. Donc, ces deux valeurs sont à connaître parce que vous aurez donc un petit calcul et donc, il faut que vous connaissiez les valeurs. Donc, via l'élimination rénale, le médicament il peut subir trois phénomènes qui se déroulent dans un ordre chronologique. Le premier, c'est la filtration glomérulaire, donc sauf pour les médicaments trop volumineux. Donc, la filtration glomérulaire, elle se calcule par le FU, donc la fraction libre, en fonction du débit de filtration glomérulaire. Donc, débit de filtration glomérulaire, c'est 120. Ça, normalement, vous connaissez la valeur donc dans les QCM. Vous avez juste à soit FU à le connaître parce que c'est une molécule comme les aminosides, soit ça vous est donné dans l'énoncé. Ensuite, la filtration glomérulaire, c'est un transport passif. Donc, c'est pour ça que pour les médicaments trop volumineux, c'est interdit. Ensuite, ça va concerner la majorité des médicaments. Donc, les médicaments trop volumineux, ils ne sont pas concernés parce que les transports passifs, ça pose problème. Et ensuite, FU est un paramètre important parce que seule la fraction libre pourra diffuser. Parce que comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, le fait de se lier à des protéines dans le sang, ça va avoir un rôle de stockage. Donc, si la protéine, elle se balade toute seule, ça va être plus facile pour elle de passer et donc de faire la filtration glomérulaire. Ensuite, la deuxième étape dans l'élimination rénale, c'est la sécrétion tubulaire. Donc ça, c'est au niveau du tube contourné proximal. Ça se fait par transport actif, donc des transporteurs peu sélectifs. Donc transport actif, c'est-à-dire utilisation d'ATP. Et ensuite, ça concerne les médicaments qui sont ionisables, donc acide-base. Et normalement, dans le cours, vous avez vu que les acides ont comme transporteur l'albumide et les bases faibles ont un autre transporteur que je ne sais plus. Ensuite, la troisième étape, donc après la sécrétion, vous avez la résorption tubulaire. Donc en fait, les deux premiers phénomènes que là je viens de vous expliquer, c'est des phénomènes qui font que la molécule va passer du sang vers le rein. Et la réabsorption, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la molécule va passer du rein vers le sang. Donc c'est un phénomène opposé aux deux autres, avec un retour du médicament vers le sang. Ça se fait par diffusion passive au niveau du tube contourné distal. Donc attention, parce que là, ça se fait au niveau du tubule contourné proximal et là, au niveau du distal. Et ensuite, il y a, vu que c'est un transport passif, une mise en jeu du gradient de concentration, comme globalement tous les transports passifs. Vous voulez faire... je finis. Je finis. OK. La réabsorption donc, tubulaire des médicaments dépend de plusieurs facteurs, donc, notamment la lipophilie. Donc, un médicament très hydrophile ne sera pas réabsorbé. Donc, comme je vous l'ai dit ou comme on vous l'a expliqué,
un médicament qui est hydrophile, il aime l'eau, alors que les membranes des cellules, elles sont composées d'acides gras. Ce qui fait que, vu que le médicament, s'il est hydrophile, il ne va pas aimer le gras, donc ça va être compliqué pour lui de passer à travers les membranes des cellules tout seul. Ensuite, le deuxième facteur, c'est la diurèse. Donc, si les urines elles sont concentrées, le gradient de concentration il va être élevé, et donc ça va augmenter la réabsorption tubulaire, alors que si elles sont diluées, ça va diminuer le gradient de concentration, et donc ça va diminuer la réabsorption. Donc ça, c'est les deux premiers pour l'instant sont liés à la diffusion passive. Et ensuite, le troisième facteur, c'est le pH. Donc, il faut que les médicaments soient ionisables. Donc, si on a un pH faible, acide, on va avoir une réabsorption des acides. Et si on a un pH élevé, donc un pH basique, on va avoir une réabsorption des bases. Voilà. Est-ce que vous avez des questions au niveau du cours avant qu'on passe au QCM? Pas de questions? Ok. On va passer au QCM. Est-ce que tout le monde va bien arriver à visualiser comment ça se passe au niveau de l'élimination? Parce que moi, je sais qu'en passe, j'aimerais grave à voir ce qui se passe au niveau du tube rénal. Donc, est-ce que tout le monde visualise bien ce qui se passe au niveau des sorties, comment les médicaments ils vont du sang au rein, du rein au sang? Ça va? Non? Ok. En gros, au niveau des reins, on va avoir des petits tubules. Hop. Tac. Hop. Voilà. Et là, on a une espèce de glomérule avec des... Ça, c'est du sang, du coup, c'est une veine. Et là, on en a un peu partout aussi autour. Et en gros, du coup, donc le tout premier mécanisme qu'on a vu, donc c'était filtration glomérulaire. Donc ça va se passer à ce niveau-là. Et donc en gros, là, les médicaments, de manière passive, ils vont entrer là-dedans. Ensuite, au niveau du tubule contourné proximal, donc là, on va avoir le deuxième phénomène, donc par transport actif, donc avec des petits transporteurs. Et là, grâce aux artères qu'il y a autour, les médicaments, grâce aux transporteurs, ils vont pouvoir aller dans le rein. Et au niveau du tubule distal, là, par voie passive, les médicaments vont pouvoir retourner dans les veines, dans les artères qu'il y a autour, en gros. Du coup, c'est pour ça qu'on a dit que c'était un ordre chronologique, parce qu'au début, c'est par là, après, ils arrivent là, et après, ils peuvent ressortir par là. Voilà. Du coup, là, c'est... bon, voilà. Du coup, je pense que vous pouvez commencer à faire les 4 premiers QCM sur l'absorption, et après on les corrigera ensemble.
Il faut venir que vous entendez le micro. Tu veux commencer? Ouais. Du coup, on va partir sur la correction du QCM1. Concernant l'absorption, item A, pour qu'un médicament soit résorbé, il doit être suffisamment hydrophile et avoir une concentration suffisamment importante. Qui dit vrai? Qui dit faux? Ouais, ok, cet item est faux. Pourquoi il est faux? C'est lipophile. Item B, le coefficient d'extraction hépatique de la morphine est de 75%. Qui dit vrai? Et qui dit faux? Ouais, celui-là est vrai. Item C, le coefficient de biodisponibilité des antivitamines K est proche de 100% et leur coefficient d'extraction hépatique est faible. Qui dit vrai? Et qui dit faux? Cet item est vrai. Le coefficient de biodisponibilité des AVK est de 100% et le coefficient d'extraction hépatique est de 0%. Item D, un médicament ayant un effet de premier passage hépatique après administration orale d'environ 80% peut avoir un coefficient de biodisponibilité inférieur à 20%. Qui dit vrai? Et faux? Alors cet item est vrai. Ce que vous avez dit, c'est la formule F est égale à 1 moins, enfin, inférieur ou égal à 1 moins EH. C'est possible. Vous avez aussi un effet de passage entérique, en gros, parce que sur les cellules de l'estomac et de tout le tube digestif, vous avez aussi des enzymes qui vont pouvoir dégrader aussi les médicaments. C'est pour ça que ça peut être inférieur. Et enfin, l'item E, plus un médicament présente un poids moléculaire élevé, plus sa diffusion sera rapide. Qui dit vrai et qui dit faux? Ouais, c'est bon. Du coup, pour récapituler, là, c'était B, C et D. Donc, QCM2, toujours à propos des limites de l'absorption. Donc, le phénomène... c'est la correction. Okay. Donc, le phénomène de résorption concerne toutes les voies d'administration. Qui dit vrai? Qui dit faux, du coup? Okay. Du coup, c'est faux. Le phénomène de résorption ne concerne que ne concerne pas la voie IV. Parce que du coup, vu que c'est directement dans le sang, il n'y a pas de tout le passage par l'estomac, etc. Le phénomène d'absorption débute lorsque le médicament se trouve sous forme dissoute. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est vrai. La résorption a majoritairement lieu dans l'estomac. Qui dit vrai? Qui dit faux? On est d'accord, c'est plutôt au niveau de l'intestin. Une fois que le médicament a traversé l'épithélium intestinal, il se retrouve dans la circulation sanguine systémique. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est faux. Une fois qu'il a passé l'épithélium intestinal, le médicament il se retrouve dans le système sanguin porte et pas dans le système sanguin systémique. Et enfin, la résorption est la première étape de l'absorption. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est vrai. Donc, du coup, les bonnes réponses étaient B et E. Ok, QCM3. Donc, item A, le duodénum est le site de résorption privilégié des médicaments. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Donc, en fait, il faut savoir que l'intestin, c'est un environnement qui est plutôt propice en fait, à l'absorption des médicaments parce qu'il y a beaucoup de surface et que le pH n'est pas forcément très acide ou très basique. C'est un pH qui est plutôt neutre. C'est plutôt propice à l'absorption des médicaments. QCMB, item B, pardon, le transport actif est régi par la loi de Fick. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est faux. Donc, c'est la diffusion passive. Donc, normalement, l'équation de la loi de Fick, vous n'avez pas besoin de la connaître, vous avez juste besoin de comprendre quels facteurs sont mis en jeu dans cette équation. Ensuite, item C, la lévodopa est un médicament qui subit un transport actif. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est vrai.
C'est en cours. Item D, les AVK et la morphine ont un coefficient de biodisponibilité proche de 1. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Alors, cet item est faux parce que normalement, dans le cours, vous avez des données, notamment sur la morphine, qui subit un effet de premier passage hépatique avec un EH de 75%. Donc, la biodisponibilité de la morphine est de maximum 25%. Item E, l'administration par voie perlinguale permet d'éviter... Pardon. Oui. Ouais. Item E, l'administration par voie perlinguale permet d'éviter l'effet de premier passage hépatique. En effet, le médicament est drainé par la veine cave supérieure. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est vrai. La voie perlinguale, du coup, c'est une voie qui permet d'éviter le premier passage hépatique. Et ensuite, c'est drainé par la veine cave supérieure. Donc, je dirais que perlingual, c'est ce qui est, par exemple, quand tu prends un spray, ça va passer à travers tes joues, ça va aller dans la circulation de tes joues, et du coup, ça va se retrouver direct dans la circulation systémique. Et le deuxième, c'était quoi? Sublingual, c'est sous la langue, je crois. Et ça fond sous la langue, et du coup, ça passe direct aussi dans... Non, attends, sublingual, vu que ça fond dans ta langue, après, tu dois l'avaler, donc ça doit passer effet de premier passage hépatique. Et perlingual, ça passe... moi, j'avais retenu un spray qui passe à travers tes joues, et du coup, ça va dans ta circulation systémique. Ouais, mais pas la perlingual. Ok, attends. C'est pas ça? Une définition. Ok. Top. Du coup, en pharmacologie, on appelle voie perlinguale une façon d'administrer des médicaments par voie buccale à travers la muqueuse de la langue et de la face interne des joues. Okay. Elle est différente de la voie sublinguale qui concerne uniquement la muqueuse sous la langue. Okay. Non. Okay. Non. Du coup, sublingual, ça va être juste la muqueuse qui est sous la langue, et perlingual, ça va être la muqueuse qui est à peu près partout dans ta bouche. Du coup, là, c'était A, C et E pour le QCM3. Et QCM4, toujours à propos de l'absorption, item A, un médicament absorbé est un médicament qui a franchi la barrière digestive et qui se retrouve au niveau du système porte. Qui pense que c'est vrai? Et qui pense que c'est faux? Pourquoi ça serait faux du coup? Ouais, c'est ça. On vous piège sur le système porte. La définition serait bonne si on avait mis un médicament résorbé. Donc, item A, faux. Item B, la résorption se fait durant tout l'appareil digestif, de la bouche au rectum. Qui pense que c'est vrai? Et qui pense que c'est faux? Ouais, pourquoi c'est faux du coup? C'est pas forcément pour ça. En fait, elle se fait partout, sauf au niveau de l'œsophage, tout le long du tube digestif. Donc celle-là, elle est fausse. Elle se fait en gros de la fin de l'œsophage au rectum. Item C, tout comme les AVK, la morphine a un coefficient de biodisponibilité proche de 100%. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Ça fait 3 fois qu'on le voit. Item D, la voie IV empêche tout effet de premier passage hépatique. Qui pense que c'est vrai? Et qui pense que c'est faux? Ouais, c'est vrai. Et enfin, l'item E, il y a des cytochromes dans les cellules entérocytaires. Qui pense que c'est vrai? Et qui pense que c'est faux? Ouais, cet item est vrai. Les cytochromes, on les retrouve au niveau des entérocytes et au niveau des hépatocytes. Donc là, pour récapituler, c'était D et E, les items vrais. Oui. Quand est-ce qu'on a la voie entre le système et le système j'arrive pas à savoir c'est quand qu'on a le système porte. Le système porte, en fait, tu la retrouves dans les médicaments qui sont administrés par voie orale. Donc, le médicament, il descend tout le long du tube digestif, il arrive au niveau de l'intestin grêle, là, il est résorbé, il franchit la barrière digestive et il va se retrouver dans ce qu'on appelle le système porte.
c'est la veine qui remonte jusqu'au foie. Donc, il va drainer ton médicament jusqu'au foie. Arrivé au foie, ton médicament, il peut subir ou non un effet de premier passage hépatique. Donc, ensuite, il sort du foie et là, il se retrouve dans ce qu'on appelle la circulation sanguine générale. Donc, il va remonter avec la veine cave inférieure jusqu'au cœur et ainsi de suite, il va passer dans la circulation sanguine. Du coup, je pense que vous pouvez partir sur les 5 prochains QCM sur la distribution. Donc, du coup, item A, ABC B1 est exprimé de façon importante au niveau de la membrane luminale. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est vrai. Le KD des médicaments avec les protéines plasmatiques est inférieur au KD du médicament avec sa cible. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est faux. Attention, c'est l'inverse. Le KD des médicaments, il est plus important avec sa cible. Alors, attendez. Qui est inférieur au KD du médicament? C'est faux. Le KD d'un médicament est très faible avec sa cible et au contraire très élevé avec les protéines plasmatiques. Du coup, plus le KD est faible, plus l'affinité est grande. Ouais, c'est pour ça. Les aminosides ont un FU proche de 1%. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est faux. Les aminosides, ils ont un FU qui est de 100%. Par contre, les AVK, en revanche, ils ont un FU qui est proche de 1%. Le FU des acides faibles augmente en cas d'hypoalbuminémie. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est vrai. Oui, c'est vrai. Parce que du coup, les acides faibles, ils vont se lier à l'albumine. Du coup, si on est en hypoalbuminémie, donc on a moins d'albumine, les médicaments, ils vont être moins liés. Non, pardon. Les acides faibles, ils ne se lient pas à l'albumine. Si c'est ça. Ok, ils se lient à l'albumine. Donc, si on est en hypoalbuminémie, les médicaments, ils vont être moins liés, donc ils vont être plus libres. Donc, du coup, le FU, il va diminuer. Il va augmenter. Wow. Donc, le phénomène de fixation des médicaments aux protéines plasmatiques est considéré comme un phénomène de stockage de ceux-ci. Qui dit vrai? Il faut. C'est vrai. Du coup, on avait en vrai A, D et E. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je me suis embrouillé. Est-ce que vous avez des questions? C'est bon? Oui. C'est du coup quand on a un organe, c'est à l'intérieur. Oui. Ça fait passage hépatique, ça provoque oui, parce qu'en ouais, c'est ça. En gros, si ton médicament il est lié, il va pas être métabolisé ou etc. Du coup, quand ils sont liés, ils repassent, ils refont un tour et etc. etc. Une question? C'est bon? QCM6, donc item A, la distribution. Donc cette étape correspond au passage du médicament du plasma vers les tissus de l'organisme. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Ouais, donc c'est vrai. C'est la définition de la distribution. Ce phénomène est plus rapide au niveau des organes les moins vascularisés. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Alors effectivement, c'est faux. Si vous avez un organe qui est beaucoup vascularisé, le médicament a plus de chances d'arriver que s'il n'y a pas du tout de sang. S'il n'y a pas de sang, le médicament ne peut pas arriver tout seul. Donc, la distribution sera moindre. Item C, les anticorps monoclonaux et les héparines passent au niveau des espaces intercellulaires entre les cellules endothéliales des capillaires. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est faux. Il faut savoir que les anticorps monoclonaux et les héparines, c'est des trucs qui sont énormes. Donc, ça passe nulle part. En fait, ça ne peut pas passer
dans l'espace intercellulaire de vos cellules parce que les espaces sont plus petits que les molécules. Donc, il faut savoir, ça, c'est les deux contre-exemples, entre guillemets. Les anticorps et les héparines, c'est gros, donc ça passe comme ça. Item D, plus le Kp est élevé, plus la molécule est lipophile et plus elle va diffuser par transport actif. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est faux. Ça va lire la correction sur le mot. C'est diffusion passive. OK. Et ensuite, ouais, puisque la molécule est lipophile, donc elle va diffuser par diffusion passive. Item E, les AVK franchissent la barrière placentaire comme une grande partie des médicaments. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est vrai, il faut savoir que la barrière placentaire, c'est une barrière juste de nom, il y a tout qui passe à travers, quoi. Donc, s'il y a vraiment, c'est comme si elle n'existait pas en gros. Donc, pour le QCM6, c'était A et E. C'est bon pour tout le monde, on passe du coup au QCM7. QCM7, du coup, c'est toujours à propos de la distribution. A, la biophase se définit comme le ou les tissus particuliers où se trouvent les cibles des médicaments. Je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Item B, plus un organe est vascularisé, plus la distribution s'y fait rapidement. Je pense que c'est vrai. C'est aussi vrai. Déjà vu. Item C, tous les médicaments ont des cibles en dehors du compartiment sanguin. Je pense que c'est vrai. Et qui pense que c'est faux? Ouais. Un exemple, ce sont les héparines. Leur cible, c'est dans le compartiment sanguin. Item D, la diffusion passive intracellulaire est un phénomène saturable et où il peut y avoir compétition entre médicaments. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Ouais, cet item est faux. Il n'y a pas de compétition pour la diffusion passive intracellulaire. Il y a une compétition pour le transport actif au niveau des transporteurs. Et enfin, l'item E, les médicaments hydrophiles se lient à des protéines plasmatiques dans la circulation sanguine. Je pense que c'est vrai. Qui pense que c'est faux? Et moi, je ne sais pas. Là. Parce que celle-là, je ne sais pas, parce que c'est hyper ambigu. Soit il s'y lie, oui. Moi, je dirais que c'était faux parce que c'est hydrophile. Enfin, en globalité, c'est les lipophiles qui se lient aux protéines plasmatiques. Donc là, je pense que l'idée de l'item, c'est de vous dire que non, ce n'est pas les hydrophiles, c'est les lipophiles. Mais en règle générale, ils peuvent quand même se lier. Voilà quoi. Mais en gros, mémorisez que c'est les lipophiles. Donc ici, c'est faux. Oui, enfin, oui, c'est faux. Et on a passé au concours. Oui, ce serait faux de dire ça. Oui, mais oui. Donc, toujours à propos de la distribution, il s'agit de la phase avant l'absorption du médicament qui est suivie de l'élimination. Qui dit vrai? Qui dit faux? En effet, c'est faux. Donc, c'est après l'absorption. Elle est définie comme le passage du médicament du plasma vers les autres tissus. Qui dit vrai? Qui dit faux? En effet, c'est vrai. La biophase est la fraction du médicament qui va passer dans les tissus. Qui dit vrai? Qui dit faux? En effet, c'est faux. La biophase, du coup, comme on a dit tout à l'heure, c'est les tissus dans lesquels il va y avoir les cibles des médicaments. Donc, la distribution se déroule plus rapidement et intensément au niveau des organes les plus vascularisés. Qui dit vrai? Il faut changer. Les héparines ne peuvent pas être distribuées vers les tissus. Qui dit vrai? Qui dit faux? En fait, c'est vrai, car les héparines sont trop grosses pour diffuser en dehors du compartiment sanguin. QCM9, item A. Les cellules endothéliales des capillaires sanguins au niveau cérébral présentent des jonctions serrées. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Cet item est vrai. B, la barrière placentaire est peu franchie par les médicaments. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est faux. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quasiment tout qui passe à travers. La liaison aux protéines plasmatiques est une liaison covalente. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux?
Alors, c'est une liaison qui n'est pas covalente parce que, si vous voulez, si le médicament il établit une liaison forte avec la protéine plasmatique, il va, entre guillemets, jamais pouvoir se détacher de la protéine plasmatique pour aller dans sa biophase si c'est un tissu. Donc, il faut que la liaison, ce soit une liaison faible pour que le médicament il puisse se détacher facilement et aller agir là où il a à agir. Item D, le phénomène de fixation aux protéines plasmatiques va limiter la distribution des médicaments. Qui pense que c'est vrai? Je pense que c'est faux. Donc, cet item est vrai. Et ensuite, item E, les médicaments acides faibles tels que l'aspirine se lient à l'albumine. Qui pense que c'est vrai? Je pense que c'est faux. Cet item est vrai. En moyenne mémotechnique, vous avez acide faible et albumine, tous les deux, ça commence par A. Donc, c'est les acides faibles qui se lient sur l'albumine. Voilà. Donc, c'était A, D, E. Vite. C'est... Ouais, si tu veux. Ouais. Ouais. Et après, ça nous reste du temps pour faire le mélange. Du coup, vous faites juste les 3 prochains QCM sur l'élimination. Et ensuite, on passera aux annales qu'on vous dit. QCM 10. À propos de l'élimination, le débit de filtration glomérulaire rénale dépend du patient. Qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? Ouais, bien sûr, c'est vrai. On n'aura pas le même débit de filtration entre aujourd'hui, vous avez à peu près 20 ans, et quand vous aurez 60 ans ou plus. Donc, ça dépend du patient. Item B. La fraction libre plasmatique des médicaments lipophiles est supérieure à celle des médicaments hydrophiles. Qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? Ouais, c'est faux. Là, c'était l'inverse. Les médicaments qui sont hydrophiles, ils ont une fraction libre plasmatique qui est supérieure à celle des médicaments lipophiles. Item C. La filtration glomérulaire des aminosides chez un patient ayant un débit de filtration glomérulaire égal à 60 ml par minute est de 0,6 ml par minute. Qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? Ouais, cet item est faux. Parce que, comme vous avez dit, la filtration glomérulaire, c'est la formule FU fois le DFG. Sauf que vous savez que les aminosides sont très hydrophiles. Ils ont un FU de 100% qu'on peut ramener à 1. Donc, si on fait FU fois DFG, ça nous donne 60 ml par minute. Donc, cet item était faux. Item D, c'est bon pour tout le monde là-dessus? Ouais. Item D, le débit de filtration glomérulaire rénale physiologique d'un adulte est de 120 ml par minute. Qui dit vrai? Qui dit faux? L'item était vrai. C'est une valeur à connaître. Et item E, le médicament au niveau rénal peut subir successivement 3 phénomènes. En premier, la filtration glomérulaire, puis la réabsorption tubulaire, et enfin la sécrétion tubulaire. Je pense que c'est vrai. Et qui pense que c'est faux? C'est faux. Donc, successivement, on a la filtration glomérulaire, la sécrétion tubulaire, puis la réabsorption tubulaire. Donc là, on avait A et D en item vrai. Du coup, QCM 11, pour que le médicament soit éliminé, il faut qu'il soit présent au niveau du plasma. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est vrai. Les 2 organes majeurs impliqués dans l'élimination sont le foie et le rein. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est vrai. La métabolisation des médicaments a principalement lieu au niveau du rein. Qui dit vrai? Qui dit faux? D'accord, c'est au niveau du foie. Lorsqu'un médicament est métabolisé, le métabolite formé est toujours inactif. Qui dit vrai? Qui dit faux? Ok, on est d'accord. La métabolisation se caractérise par l'élimination puis l'excrétion. Qui dit vrai? Qui dit faux? C'est faux, c'est l'élimination qui correspond à métabolisation et excrétion. Du coup, les items vrais, c'était A et B.
Pour le QCM item A, généralement, les métabolites sont plus hydrophiles que la molécule mère. C'est pourquoi ils ont une activité pharmacodynamique supérieure à celle de la molécule mère. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Alors, c'est faux. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la métabolisation, elle va rendre les médicaments, donc les métabolites plus hydrophiles. Donc, cette partie est vraie. Sauf que, vu qu'ils sont hydrophiles, il va avoir du mal à passer à travers les membranes cellulaires qui, elles, sont composées de lipides. Donc, il va avoir une activité pharmacodynamique qui va être inférieure à celle de la molécule mère. Donc, c'est la deuxième partie de la phrase qui fait fausse. Item B, la réaction de phase 2 ou phase de conjugaison est caractérisée par des enzymes comme les cytochromes P450. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est faux, c'est la réaction de phase 1 qui est concernée par les cytochromes P450. Phase 2, c'est quand on rajoute un groupement polaire sur la molécule. Item C, au cours des réactions de fonctionnalisation, l'activité catalytique des cytochromes est liée à la molécule d'Aimé. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Cet item est vrai. Item D, la bilirubine est formée par réaction de conjugaison et est un métabolite actif de la morphine. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? Cet item est vrai, pardon. Normalement, on a vu, dans le cours, on a dû vous donner les deux métabolites de la morphine. Donc, ça en fait partie. Et ensuite, item E, le débit de filtration glomérulaire rénale est diminué en cas d'insuffisance rénale. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Alors, cet item est vrai parce que si vous avez une insuffisance rénale, ça veut dire que votre rein, il marche moins bien. Donc, toutes ces actions, en gros, elles vont être diminuées. Donc, la filtration glomérulaire, elle va être affectée, donc elle va être moins faite. Donc, le débit de filtration glomérulaire va diminuer en cas d'insuffisance rénale. Donc, les items vrais pour le 12, c'était CDE. Du coup, là, on va finir sur les trois annales. Enfin, les trois QCM d'annales, c'est page 6 de votre police. Les QCM 30, 31 et 32. Du coup, on va passer sur la correction du QCM 30. C'est une annale de maraîcher de 2013. Ça date un peu, mais... Après administration par voie orale, le coefficient de biodisponibilité de la morphine est proche de 25% du fait d'une faible résorption au niveau du tube digestif. Je pense que c'est vrai. Et qui pense que c'est faux? Pourquoi tu dirais que c'est faux du coup? Ouais, c'est pour ça. Je le dis pour ce zone, du coup, c'est faux parce que la morphine a une résorption complète, mais c'est à cause de son effet de premier passage hépatique qui est de 75% et qui fait qu'elle va démontrer une biodisponibilité de 25%. Donc, item A était faux. Pour l'item B, donc, le coefficient de biodisponibilité des aminosides est nul du fait d'un important effet de premier passage hépatique. Qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? Celle-là est aussi fausse. Ce coefficient est nul, mais c'est pas à cause de l'effet de premier passage hépatique, c'est à cause de la résorption, parce qu'ils sont tellement hydrophiles qu'ils ne vont pas être résorbés au niveau du tube digestif. Ce qui fait que les aminosides, on les administrera par voie IV essentiellement. Donc, item B, faux. Item C, le coefficient de biodisponibilité des anticorps monoclonaux est nul du fait d'un important effet de premier passage hépatique. Qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? C'est aussi faux. C'est pas pour cette raison, c'est parce que les anticorps monoclonaux, si on les prend par voie orale, ils vont être dégradés au niveau de l'estomac par des peptidases. Donc item C, faux. Item D, le coefficient de biodisponibilité des AVK est proche de 100% car il présente un faible coefficient d'extraction hépatique. Qui pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux? Cet item est vrai. Et enfin, l'item E, le coefficient de biodisponibilité de la pénicilline G est nul car elle est dégradée par le pH acide au niveau gastrique. Qui
pense que c'est vrai et qui pense que c'est faux. Celle-là est vraie. Est-ce que le professeur vous avait dit de la retenir, ça, l'exemple de la pénicilline G? Non? Parce que hier, il y avait des oui et des non. Mais ça a été dit. Bon, c'est un exemple à retenir. La pénicilline G est dégradée au niveau de l'estomac. On ne l'administre pas par voie orale. Donc, pour résumer, le QCM 30, il y avait de vrai l'item D et E. Du coup, on va faire une analyse de marché de 2014, à l'époque. Donc, un médicament hydrophile aura tendance à avoir une fraction libre plasmatique importante. Qui pense que c'est vrai? Qui pense que c'est faux? C'est vrai. Donc, un médicament hydrophile aura tendance à avoir une réabsorption tubulaire rénale importante. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. On est d'accord. Vous avez besoin d'explications ou ça va? Bon. Donc, un médicament hydrophile aura tendance à avoir une pénétration intracellulaire faible. Je pense que c'est vrai. Qui pense que c'est faux? On est d'accord. Un médicament hydrophile aura tendance à avoir une filtration glomérulaire rénale importante. Oui. Oui, pardon. La C, elle est vraie, oui. Une filtration, donc un médicament hydrophile aura tendance à avoir une filtration glomérulaire rénale importante. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. C'est vrai. Et un médicament hydrophile aura tendance à avoir une sécrétion biliaire importante. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. En effet, c'est faux parce qu'un médicament lipophile, c'est les ligaments, les médicaments lipophiles qui ont plutôt une tendance à avoir une sécrétion biliaire importante. Du coup, les items vrais, c'était le A, le C et le D. Ensuite, dernier QCM, donc maraîcher, c'est le prof Châteauby venait de maraîcher, donc si vous cherchez des annales de PK, c'est un maraîcher qu'il faut chercher. Voilà, c'est pour ça que vous avez que du maraîcher. Item A, de façon QCM 32, de façon générale, concernant la distribution des médicaments, leur poids moléculaire est suffisamment faible pour permettre leur diffusion hors du compartiment sanguin. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Cet item est vrai. Donc, en exception, vous avez toujours les anticorps et les héparines qui sont trop gros, donc ils ne peuvent pas diffuser. Ça, c'est juste le contre-exemple. Ensuite, item B, leur diffusion à travers la barrière hémato-encéphalique est indépendante de leur coefficient de partage. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Donc, c'est faux, parce que le coefficient de partage, plus il est élevé, plus il est lipophile. Donc, ça dépend du coefficient de partage. Item C, leur diffusion à travers la barrière placentaire est faible. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. Comme on vous l'a dit, la barrière placentaire, elle sert presque à rien pour la diffusion des médicaments. Donc, c'est la diffusion qui est élevée. Item D, leur vitesse de distribution dans un tissu sera d'autant plus rapide que ce tissu est fortement vascularisé. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. C'est vrai. Et ensuite, plus leur fraction libre plasmatique est faible, plus leur volume de distribution plasmatique est grand. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est faux. C'est faux. Je vous dis là. Alors, attendez la correction. On vous a parlé du VD? Je ne suis pas sûre en fait. Si vous le voyez au S2, je crois. Le VD, parce que au S2. C'est fou. Pour expliquer ça. En gros, si vous avez une fraction libre qui va être faible, le volume dans lequel le médicament va être dissous, il va être plus faible, alors que si vous avez une fraction libre qui est élevée, donc vous allez avoir plein de médicaments, donc le volume dans lequel le médicament pourra aller va être beaucoup plus important. Voilà, c'est en gros, mais vous verrez ça au S2 en détail. Vous l'avez vu ça, le VD? Ok, parfait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon? Ouais. Pour là? En gros, si tu veux, ta fraction libre, donc c'est les médicaments qui ne sont pas attachés aux protéines, donc c'est des molécules qui circulent toutes seules. Donc, si tu as une fraction libre qui est faible, le volume dans lequel le médicament pourra aller, il va être plus faible, il va être plus petit que si tu as une fraction libre qui va être élevée, parce que là, si tu as une fraction libre qui est élevée, le médicament il pourra se propager beaucoup plus facilement dans tout l'organisme que si tu as, par exemple, si tu as une fraction libre de 10,
face à une fraction libre de 100, par exemple, ta fraction libre de 10, elle va rester dans un endroit assez petit, alors que si tu as une fraction libre de 100, ça va pouvoir diffuser dans tout le corps. Donc, le volume, il sera plus petit si ta fraction libre plasmatique, elle est plus faible que si ta fraction libre plasmatique est élevée. Est-ce que c'est bon? Ouais. Let's go. Merci.